Alors effectivement, dans la continuité de ce que vient de dire Rachel, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un cas de restructuration sans licenciement, à partir d'une monographie que nous avons réalisée avec Pierre Garodel et Florent Noël, ici présents, dans le cadre d'un contrat de recherche, d'un projet de recherche européen, MIR, dont vient de parler Rachel, Monitoring Innovative Restructuring in Europe, qui avait pour objectif d'identifier et de comprendre des pratiques de restructuration qu'on pouvait qualifier d'innovantes, avec tous les problèmes que ça pose pour qualifier d'innovantes des pratiques de restructuration, dans différents pays en Europe, et qui ont conduit à un ensemble de recommandations. Et Rachel vient juste de me dire que l'ouvrage issu du projet MIR vient de sortir pour ceux que ça intéresse. Donc cette étude de cas fait partie d'une des études de cas que nous avons réalisées au sein du Grégor à l'IAE de Paris, et qui me semblait intéressante de faire partager pour illustrer une manière de faire des restructurations que l'on a pu qualifier d'innovante, sans licenciement en particulier. Alors, Rachel l'a dit, dans le contexte français notamment, les restructurations sont souvent assimilées à un PSE avec des licenciements, parce qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui est annoncé, ce qui est observable et ce qui est régulé. Or, ce dont on parle ici dans cette étude de cas, c'est d'une restructuration effectivement, au sens d'une adaptation lourde des effectifs et des structures, d'une mutation, on pourrait aussi le dire comme ça, sans licenciement, que l'entreprise AXA a réalisé au début des années 2000, et que l'on va essayer de qualifier, de spécifier, d'en voir les particularités et les dispositifs. Cette mutation, elle s'est traduite rapidement par une diminution du personnel administratif depuis 2002, donc engagé depuis le début des années 2000, et d'une négociation et d'un accord d'entreprise qui avait pour objectif d'organiser les parcours professionnels et de mettre en place une politique de mobilité. Partant d'un constat non pas d'une remise en cause lourde des équilibres économiques, mais d'une insatisfaction sur l'efficacité productive de l'entreprise dans un secteur qui globalement réfléchissait sur ces problématiques à l'époque. Cet accord d'entreprise, donc fondé sur une mobilité intensive, s'est traduite par 30% des salariés qui ont changé de poste entre 2002 et 2005, en 3 ans. Et ces 30%, ce qui est assez intéressant aussi, dépassent au fond les objectifs que s'était fixé l'entreprise initialement. Alors, à partir de cette rapide synthèse des résultats de cette politique, les 3 questions qu'on va essayer de poser, c'est d'abord quels sont les critères ou les motivations qui ont présidé à la décision de mener ce type de restructuration fondée sur la mobilité interne à citer. D'autre part, deuxième question, comment s'est déroulé effectivement le processus et sur quel type de dispositif il s'est appuyé. Et troisièmement, quelles leçons, entre guillemets, peut-on en tirer en termes de transférabilité notamment. Alors, première question, la question de la décision. Ce que je voudrais montrer, c'est que, et ce qu'on a essayé de vraiment souligner dans la monographie, c'est que il ne s'agit pas d'une décision ponctuelle à un moment donné avec des résultats rapides. C'est bien plus un processus émergent que nous avons pu observer, qui s'inscrit dans une logique qui est la logique de la stratégie de l'entreprise initiée depuis de longues années, depuis notamment la fusion entre AXA et UAP jusqu'à l'accord dont on va parler,
fusion en 1996 ou 98 en fait de manière effective. Donc un passage d'une croissance externe à une croissance plutôt organique. Le passage également, comme c'est le cas dans ce secteur à cette époque, d'une logique plutôt administrative à une orientation client. D'autre part, une quête continue d'efficience et de gain de productivité dans un contexte économique devenu plus difficile, notamment après les événements de septembre 2001. Toute cette évolution et cette stratégie de croissance externe, finalement, a fait apparaître progressivement un ensemble de doublons dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui s'est traduit dans un premier temps, avant même l'accord de mobilité dont on va parler, par un projet qui s'appelait le projet Norma, qui visait à rationaliser l'utilisation des ressources dans l'entreprise, en d'autres termes, à identifier et à mesurer les déséquilibres et à faire une sorte de cartographie des creux et des bosses d'effectifs dans les différents services, dans les différents métiers, dans les différents départements de l'entreprise. Et ce projet Norma est vraiment la préfiguration en fait de l'accord qui nous intéresse, qui est l'accord Cap Métier. Elle en est la préfiguration au sens où effectivement elle a d'abord permis d'identifier les zones de sureffectifs et de sous-effectifs, mais aussi au sens où elle a permis d'initier une application du management dans la détermination des normes de dimensionnement et dans la contribution à cette réflexion et à cette action sur les sureffectifs. Et à une collaboration également étroite entre les équipes RH et les équipes organisation. Donc, ce projet Norma a identifié des ajustements à opérer et il s'agissait alors de choisir les modalités de gestion de ces ajustements. Alors, ces modalités, toujours dans la décision, elles ont pris la forme de ce qu'on a appelé un pari de la mobilité interne, parce qu'il s'agit bien de cela. Et lorsqu'on interroge les dirigeants qui ont pris cette décision à cette époque, ils disent assez précisément qu'ils ont écarté l'hypothèse du plan social pour plusieurs raisons, parce qu'il aurait été trop coûteux et trop long, parce qu'il aurait été préjudiciable à l'image interne et externe de l'entreprise, d'autant que l'entreprise était finalement dans une situation économique plutôt saine, parce qu'il aurait été trop difficile à justifier, en interne comme en externe, et trop difficile à négocier dans un contexte de tradition du dialogue social, et dans un contexte où la direction souhaitait mettre fin à un dispositif de pré-retraite par ailleurs. La deuxième raison qui est mise en avant, c'est que il y avait eu des expériences passées qui avaient démontré la possibilité de transformer les gens dans un contexte, dans un secteur de l'assurance où on avait plutôt l'idée d'une culture de l'immobilisme. Il y avait eu un certain nombre d'expériences, notamment la mise en place de centres de services d'expertise, qui avaient montré que les salariés étaient capables de se transformer, de changer de métier, etc. Donc pour ces raisons, la décision a été prise de placer les restructurations sous le signe de la mobilité. Alors, deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel a été le processus? Alors, le processus s'est appuyé sur le dispositif donc, Cap Métier, dont les objectifs étaient de mettre en place une nouvelle organisation, de mettre en place une gestion prévisionnelle de l'emploi, comme elle était qualifiée, orientée vers des métiers d'avenir, et donc de développer une mobilité interne volontaire au travers d'un certain nombre de moyens, d'actions, d'orientation, d'informations,